voici un premier paradoxe. Les stations de ski sont en danger, pourtant elles n'ont jamais rapporté autant d'argent. Concrètement, alors que les montagnes fondent, des hôtels de luxe s'y développent. Les pistes de ski ressemblent de plus en plus à ça, mais les touristes, toujours plus fortunés, continuent d'affluer. Comment c'est possible ? Ok, deuxième paradoxe, les stations sont donc toujours plus riches, pourtant les saisonniers n'ont jamais été aussi précaires. Où vont les millions d'euros de l'industrie, si ce n'est ni aux travailleurs, et on le verra, ni pour préparer l'avenir des montagnes. Je me suis rendu dans le cœur des stations alors que j'avais pas le droit de skier pour enquêter moi-même. Cette vidéo, c'est le résultat de 6 mois de recherche et de rencontres. Des centaines d'articles et de travaux de recherche condensés. On va s'immerger ensemble dans l'écosystème des stations à la rencontre de chercheurs, de syndicats, d'associations et aussi des saisonniers qui les font tourner. On va voir ensemble que derrière une situation bien lisse se cache une réalité difficile pour de nombreux travailleurs et un avenir incertain pour les milliers de logements qui couvrent nos montagnes. Je vous préviens, il va peut-être avoir des discours contradictoires. On va essayer d'éclaircir tout ça, d'apporter de la nuance, mais à la fin, il faudra que vous fassiez votre propre idée. Avant de se rendre en montagne, il faut comprendre l'histoire des stations et leurs différences. Plongeons-nous 100 ans en arrière. On est dans un petit village en montagne. Ouais, il n'y a pas grand monde. En même temps, quelle idée de vivre dans un endroit froid, dangereux et inaccessible. Depuis des générations, votre famille vit de l'agriculture, de l'artisanat ou du pastoralisme. La montagne que vous voyez au loin, elle vous intrigue. Vous lui donnez même un petit nom. On vous raconte des histoires terrifiantes. Elle serait hantée et habitée, elle accueillerait les pires entités. La montagne, c'est le cœur des mythes et des fascinations. Aucune envie de la gravir, quel intérêt ? Et la neige, c'est plutôt un fléau. Ça vous ralentit, ça vous rend malade, ça détruit votre production. Quelle plaie. Un jour, un homme qui ne parle visiblement pas votre langue passe dans le village. Apparemment, il veut se rendre là-haut. Bizarre ces Anglais. Une fois atteint, il aurait donné son nom au sommet. Mais pour vous, ça restera le mont tordu. Et puis tout s'accélère. D'autres Anglais arrivent et viennent construire des hôtels, des palaces, des stations thermales. Apparemment, la montagne, ça revigore. De nombreuses personnes viennent se soigner. Mais l'hiver, personne ne vient. Il fait froid, il fait nuit. Quelle idée. Il y a bien quelques postiers et des scientifiques qui s'aventurent ici. Et évidemment, comme nos montagnes, c'est aussi nos frontières, on y croise des militaires et parfois quelques contrebandiers. Mais bientôt, tout va changer. L'hiver ne fera plus peur, l'hiver sera dompté. Donc au 19e siècle, les montagnes voient l'arrivée d'Anglais, d'abord l'été, qui viennent y faire quelques excursions et y bâtir des stations thermales. Ça commence en Suisse, puis ça se diffuse dans les Alpes, les Pyrénées. Le train arrive et progressivement, ils vont aussi venir l'hiver. C'est le début des stations de sport d'hiver. On dit pas encore station de ski parce que les activités sont multiples. Luge, rando, alpinisme, bobsleigh, patinage, etc. D'ailleurs, au premier JO d'hiver en 1924, il n'y avait pas de ski alpin. Les premières remontées se développent, pas uniquement pour la pratique du ski donc. C'est bien moins normé qu'aujourd'hui, il y a des traîneaux, des remontes pentes. Progressivement, on utilise la technologie des mines à proximité pour faire des remontées mécaniques. Il n'y a pas un opérateur unique comme aujourd'hui, chacun peut construire sa propre remontée. Pendant longtemps, on aura des tickets différents par opérateur. Cet ensemble hétérogène forme les stations de première génération. On va voir qu'il y en a 4, voire même peut-être 5. Elles sont entre 900 et 1200 mètres d'altitude, car ce sont les extensions de villages existants. Des hôtels et de grands chalets sont bâtis pour accueillir ces élites. Il faut leur garantir le même confort qu'en ville. Les habitants participent activement au développement de ces premières stations, et il n'est pas rare que certains paysans construisent une remontée dans une de leurs plaines. Mais tout ça, c'est très désorganisé. Il n'y a pas de cohérence ou de stratégie dans ces stations. Avant-guerre, le ski, mais plus généralement tous les sports d'hiver, se diffusent. C'est le début des premières stations. Il y a quelques pubs, quelques rares vidéos qui en témoignent. Mais ces lieux, ces activités, sont d'abord réservés à une élite anglaise, mais petit à petit, la population française s'y met également. Il y a une légère ouverture avec le Front populaire, il y a aussi quelques mineurs qui s'y mettent, mineurs avec une pioche, mais ça reste minime. Oui, car en parallèle, dans certains villages, des industries vont se développer. On y construit des mines pour exploiter les richesses, mais aussi beaucoup d'usines. Comme on ne savait pas transporter l'électricité, on vient installer des turbines pour utiliser les chutes d'eau. Puis pour contrôler les débits, on construit des barrages. On dévie les cours d'eau, on inonde les vallées, on recouvre d'eau des villages entiers. Des centaines de personnes, habitant les montagnes depuis des générations, sont déplacées de force. Le cas le plus emblématique est sûrement la construction du barrage de Tignes en 1952. On change alors de regard sur la montagne. Elle n'est plus crainte, elle devient utile. Et ça, l'État français va bientôt le comprendre. Après-guerre, on a alors les stations de seconde génération, plus hautes au-dessus de 1600 mètres. Elles vont se situer sur des terrains vierges,
On veut se rapprocher directement des lieux les plus enneigés. C'est la grosse différence. Ces stations sont conçues pour le ski, donc pour l'hiver. L'architecture reste assez basse, on garde cette idée de chalet pour les élites. Contrairement à la première génération, ce sont les pouvoirs publics qui vont en être à l'initiative. C'est le département de la Savoie qui se lance avec Courchevel, une station démocratique, donc pour tous. Station pour tous et Courchevel, ça peut faire sourire, mais avec cette station, la Savoie veut freiner l'exode rural. Il est prévu que des habitants vivent à l'année dans la station. Il y a plusieurs sources qui divergent, mais Courchevel serait la seule station de seconde génération. Après-guerre, les territoires de montagne se dévitalisent. Ils perdent en population. L'État veut freiner ce phénomène, mais aussi profiter des bouleversements économiques qui sont en place. Et là, c'est le début de l'emballement. Le tourisme hivernal se développe en Autriche et en Suisse. L'État français veut concurrencer ces pays alpins en créant des pièges à devises. Il faut capter la masse de capitaux d'un tourisme qui s'emballe. Il s'agit alors d'industrialiser ce qui a été fait à Courchevel, mais à d'autres endroits. Plus grand, plus haut. C'est le début des plans neige. L'État reprend l'idée du plan Racine, qui avait pour objectif de développer des stations balnéaires, la Grande Motte, le Cap d'Agde. La classe moyenne française se développe, souhaite profiter de son temps, autant qu'elle le fasse sur les plages de France et aussi dans ses montagnes. Le premier plan neige prévoit 65 000 lits touristiques, puis 150 000 les 5 années suivantes. Un rythme d'aménagement effréné se met en place et il faut construire, exploiter la neige comme une industrie. Les gisements de neige français sont parmi les meilleurs d'Europe. En créant près de 10 000 emplois, les stations ont d'autre part contribué à enrayer la dépopulation constatée partout ailleurs en montagne. C'est le début d'un réel engouement pour le ski en France. Les classes de neige, l'UCPA, les comités d'entreprise, etc. Le ski passionne, attire les stars dans les stations. Les résultats des skieurs comme Killy ou Lacroix accompagnent cet engouement, chacun représentant sa station. Les populations locales sont largement écartées de la maîtrise, de l'aménagement et de la gestion qui vont être concédées à des aménageurs privés. Contrairement aux stations précédentes, un opérateur unique, privé, va se charger de tout le développement. L'arrivée de projets aussi énormes dans des villages parfois de quelques dizaines, centaines d'habitants, ça a créé des opportunités. Ça fait tourner le commerce, l'économie locale, ça a créé des emplois aussi évidemment. Mais il faut pas oublier que ça a créé aussi beaucoup de tensions. De nombreux habitants se sont fait exproprier. C'est le moment des stations de 3e génération. Situées au-delà de 1800 mètres, elles sont aussi sur des sites vierges sélectionnés pour avoir les meilleures pentes, le meilleur enneigement. L'État y amène des routes en utilisant notamment le fonds de reconstruction du pays. Les villages existants sont peu pris en compte, souvent juste on les traverse pour atteindre la station. Quand on y arrive, en voiture forcément, on est dans les années 60-70, on se gare au dos des bâtiments dans de grands parkings. On ne touchera plus à la voiture de la semaine, car ces stations sont des stations intégrées. Tout est accessible à pied, souvent sans sortir des bâtiments. Et oui, leur taille, c'est autre chose. On a reproduit la stratégie des grands ensembles, mais à la montagne. Là, c'est plus une question d'authenticité, il faut loger beaucoup de monde. Les résidences forment un arc de cercle, généralement orienté sud pour profiter du soleil. Alors c'est pas toujours le cas, on va dire que c'est quelque chose qu'on retrouve à pas mal d'endroits. Cet espace forme la Grenouillère, toutes les pistes y convergent, c'est le cœur de la station. Les remontées mécaniques démarrent de là. Pas besoin de marcher ou de prendre une navette pour aller skier. Bon, ça c'est l'idée générale, mais comme chaque station a un promoteur unique, il a la possibilité de donner un style propre à l'ensemble de l'opération, souvent en collaborant avec un architecte qui coordonne le tout. À Flaine, ça sera le béton avec Marcel Breuer, gestion de la pente aux arcs avec Charlotte Perriand, des paquebots des neiges à la Plagne avec Michel Besançon, une architecture plus organique par Jacques Labro à Avoria. Comme l'État prête de l'argent aux promoteurs, beaucoup d'argent, il doit vite rentrer dans ses frais et construire énormément. On va en reparler. C'est important de préciser que dans certains territoires, les habitants se sont unis contre le développement d'une station. C'est le cas de Servières par exemple. Drame national à Val d'Isère en 1970. La montagne reprend ses droits. Une avalanche s'abat sur l'UCPA et fait 39 morts. Essentiellement des enfants et des ados regroupés pour le petit déjeuner. 2 mois plus tard, c'est la catastrophe du plateau d'Assy. Un glissement de terrain tue 71 personnes, dont 56 enfants, dans le sanatorium pour enfants de Passy. La montagne reprend ses droits. On a construit pendant des années sans se soucier suffisamment des risques. C'est un premier coup d'arrêt dans le développement des stations. Les particuliers ne veulent plus acheter d'appartements, préférant investir à la mer. De toute façon, les banques se retirent. Le rêve blanc est devenu un cauchemar médiatique. En 1973, c'est le premier choc pétrolier. Le coût de l'énergie freine le développement des stations. Cette année marque aussi la mort de Maurice Michaud, qui dirigeait les plans neige. L'ambition de développement est largement revue à la baisse.
Enfin, en 1977, c'est le discours de Vallouise par le président Giscard d'Estaing. Les jeunes doivent pouvoir rester et doivent aussi pouvoir venir s'installer dans les communes de montagne. Enfin, il y a le tourisme. Un tourisme bénéficiant au maximum à la population locale. Un tourisme accessible au plus grand nombre. Un tourisme respectueux des sites et des paysages. C'était il y a 50 ans, mais il aurait presque pu être écrit aujourd'hui. Avec tout ça, les stations vont peu à peu disparaître. Non, je plaisante. Il y a bien une remise en question. La loi montagne encadre désormais le développement des stations. Mais les touristes ont aussi d'autres attentes. Alors que les stations précédentes étaient perçues comme un prolongement des villes, les vacanciers cherchent désormais à être dépaysés. Pourquoi quitter des tours en Île-de-France pour passer ses vacances dans d'autres tours à la montagne ? C'est le développement des stations de 4e génération, dans les années 80-90. Un peu plus basses, ces stations essayent de retrouver l'authenticité de la montagne. On recrée des rues, des places, des façades en pierre, des chalets. L'architecture se fait attrayante, ludique, pittoresque, voire frôlant le pastiche. Ces stations souhaitent mieux s'inscrire dans leur environnement. Ok, là on arrive à un tournant de l'histoire, mais aussi de la vidéo. En tournant le sujet, j'ai fait pas mal de rencontres et il s'est passé des choses surprenantes. Elle est morte au boulot. Ok, je vous raconte. J'aurais pu continuer la vidéo de la même manière, en citant quelques articles, parler du risque de fermeture des stations, de la nécessité de développer le VTT. Mais en vrai, pour aller plus loin, il faut rencontrer des gens, aller directement dans le cœur des stations. Donc j'ai commencé à multiplier les contacts. J'ai envoyé des mails aux mairies, aux associations. Je me suis inscrit dans plein de groupes Facebook. Et oui, ça fonctionne encore ces trucs. J'ai appelé beaucoup d'hôtels, de palaces dans les stations. Pas de réponse. En même temps, je suis youtubeur, ça fait pas très sérieux. En plus, la dernière vidéo parle de rugby, donc le lien avec les stations, il est pas évident. Quand je contacte des gens, ils pensent que je suis du journal La Tribune. Ils sont déçus quand je parle de YouTube et ils raccrochent. Bref, quand j'allais abandonner le sujet, je me suis souvenu d'un article qui évoque le logement des saisonniers. Sujet hyper important. Au milieu, il y a Pierre. Derrière, il y a écrit FO sur le mur. Pierre est le secrétaire général de Force Ouvrière Savoie. Je tombe sur ses vidéos sur Facebook. Parler de la page 90 du rapport du Conseil d'orientation des retraites. Il y explique des lois, des réformes, souvent avec de l'humour et des petites animations vintage. Vous mélangez des choux-fleurs, des ventilateurs, des chaussettes et des sèche-cheveux. Non, ça s'appelle le parc. La cuisine. Impressionnant les vues. Là, je me dis qu'il y a un potentiel. En fait, quand on fait ce genre d'enquête, il faut une porte d'entrée. La personne qui connaît les personnes. Alors souvent, c'est un ancien, quelqu'un qui en a vu passer, parfois des politiques. Bref, là pour moi, ça sera Pierre. Je lui explique mon projet. Et miracle, il veut bien me rencontrer et surtout me présenter des saisonniers, des responsables d'hôtels, de remontées mécaniques pour me parler des stations de ski. Je prends mon billet de train en route pour la Savoie. En parallèle, je continue de contacter les mairies, les hôtels pour avoir leur point de vue, pas uniquement celui des syndicats. Ok, le temps d'arriver dans les Alpes, je me documente pas mal pour avoir des sujets d'échange. On a lâché nos stations dans les années 90. À ce moment-là, il y a eu des interrogations, des crises, mais la réponse a été un ajustement plutôt qu'une remise en question profonde. Les choses ont bien changé depuis. L'éléphant dans la pièce, évidemment, c'est la hausse des températures. Bon, il y aurait énormément de choses à dire sur les causes, sur le fait que le réchauffement est 2 fois plus intense dans les montagnes qu'ailleurs, mais la plus grosse conséquence, vous en doutez, c'est la baisse de l'enneigement. Bon, ça c'est relou, c'est un euphémisme. Les stations ont été créées avec la promesse de pouvoir skier tous les hivers, et surtout sur 4 à 5 mois pour rentabiliser les investissements. C'est pas forcément le cas dans les petites stations qu'on évoquera un peu plus loin. Pour pallier le déficit, on a inventé la neige artificielle, qui nécessite de l'électricité et de l'eau. Beaucoup d'eau. Du coup, on détourne les écoulements et on fait des retenues. Tout ça, ça demande beaucoup d'investissement, les remontées mécaniques, les enneigeurs, les canons à neige, etc. Ça coûte cher. Progressivement, les prix ont augmenté, les saisons se sont raccourcies, la vie des saisonniers s'est drastiquement dégradée. On va développer tout ça. Et en parallèle, c'est top, le maire de Tignes accepte de me rencontrer. J'ai aussi l'accord de 2 chercheurs, d'associations et de saisonniers. Mais d'abord, je sors du train et je retrouve Pierre pour aller dans leur bureau rencontrer Eric. On va se faire tout petit parce qu'ils sont en plein débat sur les conditions de travail des saisonniers. Et écoutez bien, et on débriefe après. Donc, la vie des saisonniers, c'est pas celle qu'ils souhaiteraient, c'est évident. Et c'est pas celle qu'on imagine. Quand on discute un peu... Mais comment est-ce que des énarques peuvent ne pas arriver? Le problème, c'est que les saisonniers, on s'en fout. On s'en fout. Tant qu'on en trouve, c'est bon.
Quand on n'en trouvera plus, on les prendra à l'étranger. Voilà, c'est tellement plus simple. On dégoûte ceux qui, quelque part, vont peut-être réclamer pour prendre des gens qui ne vont pas réclamer du tout. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des étrangers qui viennent travailler, au contraire. Si ça leur permet de survivre, tant mieux pour eux. Mais pas des conditions inférieures à celles qui sont proposées aux salariés qui vivent en France. C'est inadmissible. Malheureusement, ils ont beaucoup d'anecdotes difficiles à entendre sur les conditions de vie des saisonniers. Tu te souviens de l'histoire? Et son conjoint va voir le patron, il lui dit dites donc, quand c'est qu'on prend du repos et mes heures, comment vous allez les payer? Parce que c'est des heures, puis en finir. Et à ce moment-là, pendant la période des 15 jours, il n'y a pas d'obligation de justifier, puisque c'est la période d'essai. Qu'est-ce qu'il trouve pas mieux à faire? Il fout dehors le conjoint de la jeune fille. Du coup, il le fout dehors du logement. Parce que le logement est lié à l'emploi. Et il trouve un mec dans la station qui se faisait chier, qui cherchait du boulot, il le met dans la même chambre que la fille. La fille, elle dit, je peux pas. Alors, non seulement mon conjoint, il a plus de boulot, mais en plus, moi, je vais vivre avec l'autre. Elle dit, je m'en vais. Et les deux se sont retrouvés aux Arcs, en pleine saison, à moins 17 degrés, dans les cages d'escalier. Le logement, c'est le problème majeur pour les saisonniers. Parmi la dizaine de travailleurs que j'ai rencontrés, tous ont eu des galères à se loger. En plus, récemment, de nombreuses lois ont réduit l'accès au chômage et d'autres auraient mis en péril leur sécurité. Le nombre de médecins au nombre de visites nécessaires, non, ils ont ajusté le nombre de visites au nombre de médecins disponibles. Donc du coup, maintenant, ils les voient tous les 3 ans, je sais pas combien. Je me souviens aussi, la fille qui ne pouvait pas travailler en station et qui est morte dans le restaurant. Alors, je connais plus les termes médicaux, mais elle pouvait pas respirer en altitude. Pas de visite d'embauche, elle est morte au boulot, la nana. Donc, on ne fait rien depuis des années, on ne pense qu'à une chose, engranger le pognon, et on s'en fout de comment on l'engrange. Ok, vous devez vous demander pourquoi j'insiste sur la cause des saisonniers. Déjà parce que leur situation mérite d'être entendue, mais aussi parce qu'elle témoigne d'une évolution globale du tourisme en montagne. Il faut qu'on revienne un peu sur ce qu'on vient d'entendre et que je vous explique comment a évolué l'économie des stations de ski. Regardez ce graphique, il y a beaucoup de choses à dire. On voit l'évolution du nombre de journées de forfait vendues depuis 2001. Il y a des années où ça chute, le Covid forcément, mais aussi les années avec moins de neige. Ça nous donne un peu une idée pour le futur des stations. Mais petite surprise, en tout cas pour moi, le nombre de journées de forfait vendues, globalement, il est plutôt stable. Alors selon l'analyse de la Cour des comptes, on serait en phase de décroissance quand même. Globalement, on est d'accord, surtout qu'en parallèle, la population française a augmenté. Mais je trouve que c'est pas non plus flagrant, on pourrait s'attendre à pire. En fait, ce maintien, il est dû à la hausse du nombre de touristes étrangers accueillis dans les stations. Quand le siècle dernier, l'essentiel des touristes étaient français, il y a désormais 30% de touristes internationaux. Ce chiffre, il est plus élevé dans les grandes stations. À Val Thorens, c'est 63% de touristes internationaux par exemple. Là, quand je suis allé pour tourner, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler français dans les télésièges. Maintenant, rajoutons sur ce graphique le chiffre d'affaires des stations. On peut voir qu'avec un nombre de forfaits similaire, voire inférieur donc, le chiffre d'affaires des stations de ski a augmenté. C'est fou, non? Comment c'est possible? Il faut entrer dans le cœur de la machine, dans le cœur du paradoxe. Alors que les stations ont une espérance de vie réduite, les bénéfices continuent d'affluer. Ces touristes étrangers, ils viennent parfois de loin, de très loin, et ils s'attendent à un certain standing. Pour répondre à cet enjeu, les stations de haute montagne sont montées en gamme. Reprenons notre station. Pendant les 30 Glorieuses, il y avait un tourisme de masse, mais aussi social. L'UCPA s'installe en montagne, il y a des comités d'entreprise et même certaines villes de banlieue qui ont des structures dans les Alpes. Dans les années 2000, ces entités elles sont en difficulté. Il y a donc de moins en moins de classes de neige. Faut aussi évoquer que la génération de baby boomers, elle a un peu les genoux qui rouillent, elle a vieilli et skie de moins en moins. Par contre, on voit l'arrivée de nouveaux investisseurs qui visent un autre public, plus haut de gamme on va dire. Les hôtels de luxe se développent avec des spas, des piscines. Les grandes stations font leur pub partout en Europe, en Chine et aux USA. C'est la fin du ski pour tous. C'est un phénomène bien visible dans le Big Five, là où la neige est garantie pendant encore un moment. On parle d'éco-villages haut de gamme, de chalets typiques, etc. Conséquence, les prix s'emballent dans les stations. 14 000 € le mètre carré à Courchevel ou à Val d'Isère. L'annonce des Jeux dans les Alpes a accentué ce phénomène dans les stations accueillant des épreuves. Cette montée en gamme, elle se voit aussi dans les services proposés. Trottoirs chauffants, altiport, passerelles au-dessus du vide, parfait pour voir les montagnes en train de fondre. Les promoteurs de ces activités parlent de lieux pédagogiques pour sensibiliser sur le dérèglement climatique. De l'autre côté, on dénonce un tourisme de la dernière chance. Venez observer les montagnes pleines de neige tant que c'est encore possible. Ça fait aussi de très belles photos pour Insta, donc de la pub pour les stations.
On a beaucoup critiqué les stations pour leur mono-orientation. En gros, à part du ski, on peut rien y faire. C'était pas le cas initialement, on l'a vu, d'abord c'était des stations de sport d'hiver. Le ski n'avait pas le monopole des activités proposées. Puis les stations de 2e, 3e génération, elles ont généralisé la pratique du ski parce qu'il fallait rentabiliser les remontées mécaniques et vendre des forfaits. Je vais un peu vite, mais c'est l'idée. Donc maintenant, s'il n'y a pas de neige, les touristes, ils ont pas trop d'autres raisons de venir à la montagne. Ils préfèrent annuler, comme on a pu le voir dans les statistiques. Petit à petit, pour y pallier, les stations se sont diversifiées. Motoneige, luge, chien de traîneau, saut à l'élastique, hélicoptère, tyrolienne, etc. C'est aussi le développement des barres d'altitude. J'ai pu faire un petit tour dans un endroit assez connu, aux Arcs, c'est la Folie Douce. Toutes ces activités, ces services permettent d'attirer une autre clientèle et répondent à la mono-orientation du ski selon les stations. Potentiellement, des jeunes viennent au ski alors qu'ils seraient allés ailleurs. Le matin, il y a un tout petit peu de ski et l'après-midi, on va les vins. Seule petite chose, c'est que les montées finissent à 16h30 pour retourner sur Malta, donc on s'est fait un petit plaisir, on a commandé un hélicoptère. Et bon, là, je pense que vous me voyez venir. Toutes ces activités s'adressent uniquement à un public ultra favorisé. Encore une fois, on est très loin du ski pour tous. On vient justifier l'utilisation des remontées mécaniques, on poursuit la concurrence entre les stations pour savoir qui aura la plus grande tyrolienne. Les stations ne travaillent pas ensemble, elles sont concurrentes et doivent toujours proposer plus. Bon là je mets mes chaînes parce que je vais devoir monter plus haut. J'ai peur de passer un peu pour un touriste, c'est mieux que de rester coincé on va dire. Bon, c'est vraiment une galère. Je vous laisse vous moquer de moi gentiment dans les commentaires. Le pire, c'est qu'elles étaient en option à 40 € avec la voiture, presque le prix d'achat. Donc un pigeon est pas doué pour résumer. Je vous dirai pas comment j'ai fini par m'en sortir. Racontez vos anecdotes les plus drôles sur vos séjours à la montagne. Je changerai régulièrement le commentaire épinglé. Allez, on est reparti. C'est bon, maintenant je suis en route pour retrouver Pierre en altitude dans les stations. Pendant 2 jours, il m'a emmené rencontrer beaucoup de saisonniers pour qu'ils me parlent des changements dans les montagnes. La première journée, on a rencontré des représentants des Club Med. Vous connaissez sûrement, c'est une entreprise qui propose des séjours dans des villages vacances un peu partout dans le monde. Et aussi pas mal au ski. Alors je vous en parle parce que pour le coup, les saisonniers que j'ai rencontrés s'estiment très chanceux. C'est pas toujours le cas, mais souvent ils dorment proche du village vacances, de l'hôtel. Et surtout, ils ont des facilités pour faire des saisons l'été dans des clubs, dans des endroits chauds, à l'étranger notamment. Alors je veux pas du tout faire leur pub, c'est plus que ça contraste avec tous les saisonniers que j'ai rencontrés avant ou après. Bref, c'est aussi important de souligner quand des choses se passent bien. Donc la situation elle est plus délicate pour les saisonniers des remontées mécaniques et ceux qui bossent dans les CHR, les cafés, hôtels, restaurants. Tous me racontent que leur situation est de plus en plus précaire. Les saisons se raccourcissent, des lois durcissent leurs droits, notamment l'accès au chômage, et ils sont impactés par la montée en gamme que l'on vient d'évoquer. Ils n'arrivent plus à se loger, à faire leurs courses, etc. Bon, j'ai filmé beaucoup d'entretiens, de rencontres, je vais pas tout vous montrer forcément. À Tignes, on a eu un rendez-vous à la maison des saisonniers avec un travailleur qui venait de se faire virer et qui se retrouvait à la rue car son logement était lié à son contrat. Bon, je peux pas vous diffuser l'entretien, mais c'était assez poignant. Aujourd'hui, parce que j'ai reçu ton mail hier, c'est le délire. J'ai encore un peu de mal à comprendre la raison de cette montée en gamme. Pourquoi se tourner vers des touristes plus riches ? Pourquoi aller chercher des touristes ailleurs en Europe ou en Chine ou aux États-Unis ? Alors je sais, ça semble très naïf dit comme ça, mais les stations balnéaires, elles sont restées accessibles au grand public. Pourquoi les dizaines de milliers de logements construits dans les années 70 ne suffisent plus ? Il y a un phénomène, une sorte de maladie qui s'est répandue dans une grande partie des logements des stations de ski. On va devoir parler de fiscalité. Ouais, mais promis, on va garder ça simple. Il faut que je vous explique le phénomène de lit froid. Initialement, pour dynamiser les stations, l'État exigeait que les propriétaires louent leur appartement pour se faire rembourser la TVA. Les propriétaires y vont 2-3 semaines par an, ils louent le reste du temps. À ce moment-là, les stations elles sont remplies, tout le monde est content. Mais cette obligation, elle n'est pas éternelle. Au bout de 9 ans, ils ne sont plus contraints et retirent leurs biens du marché locatif. La génération de baby-boomers qui a lancé l'industrie dans les années 60-70, qui a investi dans ces logements, bon bah aujourd'hui, ils ont mal aux genoux, et ils sont pas les seuls, comment c'est possible d'avoir de l'arthrose à 30 ans, merde. Pardon. Ils viennent plus trop skier. Parfois, ils prêtent leur logement aux petits-enfants. Mais le confort d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui. Ces logements, ils sont petits, pas isolés, mal équipés et surtout n'ont jamais été rénovés. On l'a vu, ces logements sont en d'énormes copropriétés, pas simple d'engager des travaux. Un appartement, initialement occupé 5 mois par an, ne l'est plus que 1 mois, voire parfois dans certains cas 1 ou 2 semaines. On appelle ça les lits froids. Chaque année, entre 1 et 3% des logements sortent du marché locatif. Désormais, 30 à 50% des logements dans les stations seraient des lits froids. Faut prendre ce chiffre avec des pincettes, il y a des sources assez divergentes et globalement c'est un phénomène pas hyper bien documenté. Moins de gens dans les stations, moins de forfaits vendus. Il faut alors compenser. Les stations de ski sont donc incitées à construire en permanence de nouveaux logements pour garantir des lits chauds.
vendre des forfaits aux touristes et faire tourner les remontées mécaniques. Ces nouvelles constructions permettent aux stations de continuer à investir dans leur domaine skiable grâce aux taxes perçues. C'est assez fou, on construit du neuf quand de nombreux appartements sont vides ou presque toute l'année. C'est un cercle vicieux. Ouais. Les nouveaux acquéreurs, ils veulent une garantie d'enneigement. Les stations doivent alors produire de la neige artificielle pour leur promettre. Faut investir dans les retenues d'eau pour alimenter les canons à neige, les enneigeurs, etc. Elles s'endettent et doivent construire donc plus de logements, potentiellement haut de gamme, ça rapporte plus, pour pouvoir financer ces infrastructures, avec les taxes ou avec la vente de forfaits. Et le cercle s'alimente. Pour financer les installations, les stations augmentent le prix des forfaits. En 20 ans, ils ont doublé dans les plus grandes stations d'Europe. Alors quand on skie pas, quand on n'est pas du coin, on peut dire que c'est bien fait. Ces stations, elles n'auraient rien d'écologique. Bon, faut pas oublier que derrière, il y a des milliers de gens qui y travaillent. Cette montée en gamme, elle accroît la pression immobilière. Et donc la conséquence, c'est que pour les locaux, pour les saisonniers, c'est de plus en plus dur de se loger. Parce qu'il y a des saisonniers en camion qui sont au camping et ça leur coûte 350 € par mois. Et ils leur font payer les douches. Les douches ne sont pas gratuites Ils leur font payer les douches. Je tiens à préciser que de nombreux saisonniers choisissent ce mode de logement pour sa liberté de mouvement. Mais il y en a plein d'autres qui n'ont juste pas eu le choix. Alors depuis le début de la vidéo, on parle de stations de ski. En réalité, on a surtout parlé des plus grandes, celles des plans neige. Mais elles vont plutôt bien, elles sont rentables en réalité. Les stations en difficulté, elles sont à une autre altitude. Ce sont les stations de basse et moyenne montagne, souvent constituées juste de quelques pistes et quelques remontées. Elles sont plus familiales, on y apprend à skier. Forcément, de par leur altitude, ce sont les premières à subir le réchauffement climatique. Localement, ce sont des emplois qui disparaissent et toute l'identité d'un territoire qui s'évanouit, et avec elle des souvenirs d'apprentissage ou de vacances en famille, entre amis. Alors est-ce qu'il faut aider ces stations à tout prix, subventionner la neige artificielle jusqu'à ce que ça soit plus possible? Parce que sinon d'un coup c'est plein d'emplois qui disparaissent, mais aussi une identité. Aussi toutes seules les stations elles sont dans le dur, elles ont du mal à penser à la suite. Peut-être aussi les aider à trouver cette transition. On n'arrivera pas à envisager un avenir si on se coupe du présent. Une station, il faut la maintenir en vie le maximum de temps. Lui donner les moyens de continuer d'exister. S'il faut faire acheter des canons à neige, continuer de produire de la neige, il faut le faire. Parce que le jour où ces stations seront fermées, c'est la vallée qui mourra. Et il y a des centaines et des centaines, voire même des milliers de salariés qui dépendent de cette économie-là. Et la logique, elle est où? Après, je suis peut-être écorché vif, mais je pense que depuis 30 ans, j'ai toujours été écorché vif, et je le suis encore plus maintenant. Bientôt, il ne me reste plus de peau dans ma vallée. À force de ne pas vouloir investir dans la station, parce que soi-disant ça coûte de l'argent, on n'aura pas les moyens d'investir dans autre chose. Donc voilà, il va y avoir progressivement, effectivement, une évolution, c'est une évidence, mais il faut nous laisser le temps d'évoluer. Si on veut brusquer les choses, on n'y arrivera pas. Pour garantir une activité, certaines petites stations essayent d'aller plus haut. Elles restent optimistes. Il y a des études récentes qui ont été faites qui montrent qu'on sera capable de skier au moins jusqu'en 2050. Néanmoins, on sait que la limite pluie-neige risque d'augmenter. Donc c'est important de pouvoir travailler sur l'altitude en fait, pour garantir la neige et la pérennité de la station. Globalement, il y a un lourd endettement pour ces petites stations, malgré un soutien de 25% d'argent public. Le débat il est vif avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer ou dans les choses que j'ai pu lire. La Cour des comptes souligne qu'il existe un sentier de dépendance. C'est un concept en sciences économiques qui dit que les décideurs rationalisent les actions antérieures par d'autres plus coûteuses, allant dans le sens des premières. En gros, c'est impensable de prendre des décisions qui remettent en cause près de 100 ans d'histoire d'une ville. Ces habitants de la vallée de la Blanche veulent persévérer. Ils ont besoin de maintenir l'activité qui les fait vivre depuis 50 ans. Malheureusement, bien souvent, les fermetures sont inévitables. Est-ce qu'on doit poursuivre les efforts, pouvoir skier coûte que coûte, essayer de renouveler les générations, faire venir les jeunes au ski? Ou alors on peut se dire que dans tous les cas, c'est mort, que dans 30 ans, on pourra plus skier. Autant arrêter les efforts et couper maintenant direct. Encore une fois, je vous laisse faire votre avis. Ok, la tuile. J'avais pas mal de sujets à évoquer, surtout je voulais multiplier les points de vue différents. Faut pas oublier qu'un interlocuteur, quand il accepte de parler dans une enquête, il le fait aussi parce qu'il s'y retrouve. Par exemple, au moment de tourner la vidéo, il y avait les élections syndicales pas longtemps après. Bref, pour ce requinquet, j'ai croisé Soline qui a fait les animations des montagnes de cette vidéo. On a mangé un peu de fromage fondu.
Pour poursuivre le sujet, je décide de me rendre dans une station qui a fermé. J'y retrouve Pierre-Alexandre qui a écrit une thèse sur le sujet. Je m'attendais à faire de l'urbex, mais la réalité est assez surprenante. Alors, peut-être qu'on va se redire où est-ce qu'on est. On est dans le sud du massif des Alpes, on est dans le département des Hautes-Alpes, on est sur une montagne qui s'appelle la montagne de Céus et plus précisément on est à la station de ski de Céus 2000. Alors Céus 2000, qu'est-ce que c'est ? C'est pas si simple à définir. Premièrement, c'est déjà une ancienne station de sport d'hiver. Puisque le domaine skiable a été mis à l'arrêt il y a quelques années à l'issue de la saison 2017-2018. Céus 2000, on pourrait dire que c'est une station fantôme d'une certaine manière parce qu'on voit il y a un certain nombre de bâtiments qui sont plus fonctionnalisés, certains qui sont délaissés. On a aussi des remontées mécaniques qui sont abandonnées, mais bon, c'est de plus en plus difficile de dire que c'est une station de ski fantôme parce qu'on voit il y a des réhabilitations progressives, les remontées mécaniques sont en train d'être démontées. Céus 2000, c'est aussi un hameau de montagne, puisqu'il y a un certain nombre d'habitants qui ont choisi de vivre à Céus après la fermeture, qui ont choisi de réinvestir des anciens biens et logements anciennement à vocation touristique pour de l'habitat permanent. Alors de manière assez surprenante, le jour de notre visite, il y avait de nombreux skieurs. Sans remonter, les gens en fait, ils viennent quand même. Quand il y a de la neige, le parking est presque rempli, quoi. Le week-end, il y a plus de monde encore ? Ouais, le week-end c'est blindé. Là j'y étais monté il y a quelques semaines, il y avait encore un peu de neige et je m'amusais à compter le nombre de bonhommes de neige qu'il y avait. Ah ouais. Et en fait, c'est tous les parents qui viennent avec les gamins pour... Donc quand une station elle ferme, c'est pas définitivement la fin du ski, ou c'est la fin d'un ski, d'une sorte de ski dans une station ? Ouais, c'est la fin d'une époque, le ski aura été une parenthèse dans l'histoire de ces lieux, mais ça veut pas dire qu'il ne s'arrête de vivre, bien au contraire, il continue, il se réinvente et ça peut être des sources d'inspiration d'ailleurs pour d'autres territoires qui viendraient à se poser la question de la fin du ski. Ok. Ce bâtiment, donc tu le disais, c'était ? Alors, c'est un ancien hôtel qui s'appelle l'hôtel Edelweiss et qui a été assez rapidement repris en gestion par la commune de Noisy-le-Sec et c'est devenu une résidence de vacances pour les jeunes. C'est un très bon exemple de ce tourisme social. Le bâtiment qui est derrière nous, c'est un centre de vacances des PTT, des postes de télécommunications. Donc qui accueillait les jeunes. Celui là-bas ? Celui-là, ouais. Dans les modèles économiques de ces petits sites alpins, c'était des classes de neige en fait, qui permettaient d'assurer la fonctionnalité et la viabilité des sites. Alors ça va peut-être vous surprendre, mais le phénomène de fermeture de station n'est vraiment pas récent. Non, c'est un phénomène qui a toujours existé et c'est drôle d'y réfléchir. C'est que ce phénomène de fermeture, il a accompagné le phénomène d'aménagement. C'est-à-dire que c'est les mêmes temporalités. On a créé énormément de stations dans les années 50, 60, 70, mais en même temps, il y avait déjà des fermetures. Donc ça a toujours existé et c'est un phénomène qui est aussi régulier dans le temps. C'est-à-dire qu'à partir des années 70, il y a au moins un domaine skiable qui a fermé, et cela jusqu'à aujourd'hui. Par an, du coup ? Par année, ouais. Pourquoi il fermait à cette époque ? La question du changement climatique et de la fiabilité d'enneigement, elle a un rôle très important dans la continuité et la fermeture des domaines skiables, mais c'est pas le facteur premier qui fait qu'il y a une fermeture. Une fermeture, elle est liée à des conditions économiques qui sont défavorables, c'est-à-dire que les domaines skiables, les exploitations, n'arrivent pas à un seuil de rentabilité. Les chiffres d'affaires qui sont générés durant les hivers ne suffisent plus pour pouvoir payer toutes les dépenses qui sont parfois assez importantes. Aussi à des sites qui étaient implantés dans des espaces. Alors on n'avait pas beaucoup de recul sur comment créer une station de sport d'hiver. On implantait les remontées mécaniques un peu au hasard dans la montagne. On voyait qu'il y avait un peu de neige, puis on se rendait compte que finalement le site n'était pas du tout bon pour pouvoir accueillir un domaine skiable. Aujourd'hui, il y a combien de stations qui ferment par an ? Alors, d'une manière générale, on a entre 2-3 sites qui viennent à fermer. Alors, pour donner des chiffres plus actuels, entre 2020 et 2025, donc ces 5 dernières années, il y a 21 sites qui ont cessé leurs exploitations. Donc on est sur une moyenne à peu près 4 sites qui ferment chaque année. En fait, depuis le début de la vidéo, on parle de station et j'ai fait la bêtise de même pas définir ce que c'est. Donc grâce à lui, là, on peut se rattraper. C'est la conjonction de 3 choses selon moi. C'est la présence d'un domaine skiable, c'est la présence de prestataires de services touristiques, donc ça peut être un bar, un restaurant, une école de ski, etc., une location de ski, et la présence d'hébergements touristiques, donc c'est des lieux où on peut séjourner. Or, dans la réalité, la plupart des sites qui ont fermé, c'était pas des stations, c'était des centres de ski. On avait juste un petit domaine skiable, pas de service touristique, pas de logement. Récemment, on voit ce phénomène de petites stations touristiques qui viennent à fermer. C'est important de dire petites, parce que Céus, c'est pas très grand, c'est une vingtaine de kilomètres de pistes, c'est 8 remontées mécaniques.
Et puis, c'est une notoriété qui est strictement régionale. Ce que traduit ce phénomène de fermeture, c'est que ce ski de proximité, ce ski social d'apprentissage, a tendance à disparaître en France. C'est pas la fin du ski, c'est la fin d'une forme de ski qui est née dans les années 50-60, à un moment il y avait un vrai engouement pour le ski alpin, avec les Jeux Olympiques de Grenoble, avec tous les grands champions. Et on a développé une offre de ski qu'il faut dire parfois était pléthorique dans les montagnes. C'est-à-dire que chaque commune de montagne voulait sa petite remontée mécanique. C'était des sites qui n'étaient pas faits pour durer, il faut le dire clairement. Céuse, même si c'est encore une petite station, c'est un révélateur, c'est un exemple de ces... Forcément, la fin d'une station, ça pose la question du futur des remontées. Est-ce qu'il faut les démonter et qui les démonte? Donc tout l'enjeu, c'est d'opérer les démontages le plus rapidement possible avant que la végétation n'envahisse complètement les remontées mécaniques, qu'il arrive dans certains cas, sur des plus petites installations, que oui, ce soit des associations qui participent à faire des démontages bénévoles. On peut penser à Mountain Wilderness qui... Ok, pause. Ça fait déjà la 4e fois qu'on me parle de Mountain Wilderness depuis que je suis dans les Alpes. Donc pour parler de démontage, autant le faire avec eux peut-être. Je me mets en route pour essayer de les rencontrer. Ça me fait passer par beaucoup de paysages industriels, parfois dévastés. De nombreuses industries ont quitté les montagnes. Il restera quoi quand celle du ski aura disparu? Est-ce que les montagnes vont retrouver leur situation d'avant le ski? Est-ce que c'est même une bonne chose? Parfois, ça me fait penser au territoire du nord de la France, dévasté après l'arrêt des mines. On va en parler avec Fiona, la présidente de Mountain Wilderness. Du coup, moi, je suis pas originaire des territoires de montagne, je suis originaire du Nord. J'ai eu la chance, en fait, en étant jeune, de partir dans les Pyrénées régulièrement avec ma famille. C'est cette extrême beauté qui m'a donné envie de m'engager pour les préserver. Ouais. C'est vrai que moi, je fais le parallèle entre le charbon, l'or noir, et l'industrie du ski, l'or blanc. Et c'est vrai que d'où je viens, donc moi, mon arrière-grand-père était mineur. Quand il y a eu l'effondrement de l'industrie minière, ça a été un choc économique vraiment brutal et un choc social, parce que du coup, on perdait son emploi. Et puis, ça a aussi été un choc culturel. Il y avait une fierté à travailler dans les mines. On était des héros de la nation. Et du jour au lendemain, c'était des chômeurs, quoi. On n'a pas les mêmes conditions que dans le Nord. L'enjeu, c'est surtout d'arrêter d'aller droit dans le mur en essayant de financer une impasse, une économie qu'on sait à bout de souffle, mais plutôt investir dès maintenant dans l'accompagnement de cette transition économique et sociale, parce que si on l'anticipe pas, bien évidemment, certains se prendront le mur parce qu'on ne les aura pas accompagnés à penser leur métier et leur vie demain. Je trouve que le parallèle, il est passionnant. On est face à une industrie dépendante d'une ressource et un territoire qui a construit son identité autour de celle-ci. Pour l'instant, difficile pour les montagnes de se projeter sans la neige. Bon, on s'est un peu égaré. Pour rappel, on venait parler de démontage de remontées mécaniques. En fait, on les crée, on aménage, mais on pense pas long terme. Et donc, avec l'association, on a commencé à référencer au niveau national toutes les installations obsolètes qui ont été créées à une époque pour un objectif donné et qui aujourd'hui n'ont plus d'utilité. Ça peut être dangereux, ces installations, ça a des impacts paysagers, ça a des impacts sur la faune. Et donc, on travaille à la fois à sensibiliser sur le démontage de ces installations obsolètes. On organise des chantiers de démontage. On a pu faire évoluer une partie de la législation, ce qui fait que maintenant, pour les nouvelles remontées mécaniques construites, il y a une obligation de financer leur démantèlement. Toutes les installations qui ont été créées en 60, 70, 80, 90, en fait, là, c'est clair. Elles sont pas tenues de... non. Les promoteurs, ils ont pas... on va dire les acteurs privés n'ont pas l'obligation de financer. Pour beaucoup, certains sont partis. Pour les élus locaux, ils voient ça comme un coût. Donc, en fait, nous, on travaille pour faire en sorte de sensibiliser les pouvoirs publics sur l'importance de mettre de l'argent pour financer ces démantèlements. Et puis, montrer aussi que des fois, c'est des traces humaines qui n'ont plus d'utilité. Donc, il y a aussi un enjeu éthique, je trouve, derrière tout ça. Bon, on va reparler à Fiona juste après. Mais pour l'instant, je crois qu'on a cette carte pour évoquer le futur des stations. En tout cas, là, j'ai essayé de présenter les différents enjeux passés et actuels des territoires de montagne, en essayant de rester en neutre. Mais bien sûr, j'aurais aimé avoir l'avis des exploitants de stations, de responsables d'hôtels, d'élus locaux pour compléter. Mais j'ai pris une grande quantité de refus. De mon côté, je quitte les Alpes avec plein de questions en tête. Il faut que je mette un peu d'ordre dans tout ça. Et j'ai pu le faire grâce à un autre docteur en géographie que j'ai appelé pour parler du futur des stations de ski. Ouais, c'est la première chose que tous les acteurs du monde du ski souhaitent, faire fonctionner les stations hiver, printemps, été et automne. Il faut proposer d'autres activités hors de l'hiver dans les stations pour les remplir. On peut désormais y faire l'été du VTT et de la luge sur rail.
On essaye d'y retrouver les sensations de l'hiver, la descente, la glisse. On peut aussi se servir de tyrolienne, faire de l'acrobranche, etc. C'est pas mal aussi pour faire tourner les remontées mécaniques à un autre moment que l'hiver. 4 saisons est vraiment devenu à la mode en montagne. On parle de plus en plus de montagne 4 saisons. Et tant mieux, parce qu'en effet, la montagne, elle vit pas que l'hiver. Et elle est pas belle que l'hiver et elle peut accueillir à l'année la montagne. Mais aujourd'hui, on reste encore dans une vision très aménagée de la montagne 4 saisons. La montagne 4 saisons, c'est justement une immense tyrolienne. C'est un pas dans le vide. À un moment, c'était un objectif de piscine. C'est toujours de l'aménagement, de l'aménagement, de l'aménagement. Qu'est-ce que c'est dommage d'aller mettre de l'argent dans un pas dans le vide, alors qu'on pourrait le mettre justement dans des activités pour apprendre à découvrir tout simplement cette nature incroyable qui nous entoure. Bon, plusieurs problèmes. Déjà, on arrive bien à faire venir quelques touristes l'été, voire beaucoup de touristes en fonction des endroits, mais au printemps ou à l'automne, en intersaison, ça n'a jamais vraiment pris. Ensuite, on a appliqué les mêmes méthodes que pour l'hiver, à savoir proposer les mêmes activités partout. Toutes les stations ont leur piste de luge d'été, leur tyrolienne. Pas de discussion, elles continuent à se faire concurrence. On continue la mono-orientation, des stations tournées uniquement vers le tourisme, le tout-tourisme comme on dit là-bas. Surtout, ces activités ne sont pas rentables sur des périodes aussi courtes. Elles ne font pas vendre de forfait. Actuellement, ce sont les profits de l'hiver qui permettent de financer l'été. En tout cas, ce qui est sûr, c'est si on se focalise sur le modèle économique de la reconversion, pour le moment, il n'a pas encore été trouvé sur les sites alpins fermés. Il n'y a pas encore une activité qui a été inventée et qui permet de générer des retombées touristiques qui soient suffisantes pour faire vivre un territoire tout en entier. Si quelqu'un a l'idée de génie qui remplacera la manne financière du ski, il faut vite qu'il dépose un brevet, parce qu'il va être milliardaire. Même en restant touristique, la recherche de profit empêche le développement de disciplines moins rentables qui ne font pas tourner les remontées mécaniques pour vendre des forfaits. En hiver, malgré un potentiel incroyable, les stations ne poussent pas très fort pour développer le ski de rando par exemple, une discipline qu'on pratique sans forfait. Côté esthétique et ambiance, ça va vraiment dépendre des gens, mais une station, l'été, elle n'a pas vraiment été pensée pour ça, donc ça peut faire bizarre, surtout quand les 3/4 des commerces et des restaurants sont fermés. La transition elle reste possible si elle est effectuée suffisamment tôt. Métabier dans le Jura est le cas le plus emblématique. En 2023, un secteur entier du domaine est fermé, entraînant pétition des habitués et des commerçants. Petit à petit, de nombreuses activités d'été sont mises en place pour compenser. D'avoir le courage politique, notamment, de réfléchir au renoncement au ski. Et mes travaux ont montré que plus ce renoncement au ski il était anticipé en amont, plus on avait des chances d'aboutir sur une transition entre le monde du ski et l'après-ski plutôt douce. Bon, c'est pas un exemple généralisable. Métabier, c'est une station village qui attire des locaux à l'année, alors que les stations de type 3 et 4 attirent des touristes plus éloignés et sont aussi bien moins accessibles. Comment réussir à rendre acceptable, voire désirable, une montagne et des stations de ski hors du tout ski? Peu importe les domaines, les secteurs économiques, la grande difficulté, c'est de s'extraire d'une rente unique. Quand une activité devient dominante, elle a tendance à écraser toutes les autres. Si on essaie de développer l'industrie, bah non, c'est jugé trop bruyant pour les touristes. Pourquoi pas l'agriculture ou le pastoralisme? C'est souvent jugé incompatible, des bêtes qui traversent pendant des heures qui bloquent la route. Alors peut-être que pour commencer, il faudrait s'attaquer aux problèmes urgents, notamment le problème de lit froid. Comment on fait pour chauffer les lits? La Suisse a mis en place la loi Weber pour réduire les logements secondaires en instaurant un plafond. Mais il y a des différences fondamentales entre les stations françaises et les stations autrichiennes ou suisses, c'est super important. En France, on a construit de grosses stations sur des terrains vierges. Les logements sont essentiellement des résidences secondaires achetées par des particuliers. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Souvent, ils ont profité de taxes allégées pendant quelques années s'ils louaient leur logement. Donc, dans une grosse barre, il peut y avoir des centaines de propriétaires différents. Pas simple de trouver un consensus, surtout s'ils sont plus trop dans le coin. La Suisse et l'Autriche, qui accueillent à peu près le même nombre de skieurs qu'en France, sont un modèle très différent. Ils n'ont pas eu de station de 2e ou 3e génération pensée par l'État. Pour simplifier, disons qu'ils sont restés à la première. Donc une extension des villages existants. Ce sont les hôtels qui accueillent la majorité des touristes. Ce sont d'ailleurs eux qui gèrent globalement les stations. Remontées mécaniques, commerce, etc. Les hôteliers ont intérêt à ce que les stations soient remplies, ils n'ont donc pas de lit froid. Et donc, autre solution pour la France, plutôt que de taxer les propriétaires, on les aide à faire des travaux. En contrepartie de la subvention dont ils ont bénéficié pour rénover, eh bien, qu'ils s'engagent à relouer pour une clientèle touristique. Certains pensent qu'il faudrait taxer les résidences secondaires ou les logements vacants. Ça forcerait les propriétaires à vendre ou encore une fois à faire des travaux. C'est pas sans risque néanmoins. Il y a des retraités qui ont acheté il y a très longtemps, qui aujourd'hui ont des petits revenus finalement, et ils ont un appartement dans une station. Si on taxe ces personnes, soit ils vont, et s'ils louent, ils loueront plus cher pour absorber la taxe, donc mécaniquement on participe à la valorisation foncière, ou alors ils vont revendre à des plus aisés, qu'en ayant taxé, on risque d'accentuer la valorisation immobilière.
Une autre idée pour ne pas faire peser la charge de la transition aux particuliers, c'est de créer un fonds de prévoyance alimenté par les profits actuels des stations. Bon, c'est un peu complexe, mais l'idée c'est de faire payer la transition non pas par de l'argent public ou par l'argent des particuliers, mais par le profit des stations les plus rentables. Dans le fond, l'important, ça serait de mieux loger les saisonniers. Ça va dépendre des endroits, il y a pas mal de mairies qui essayent de le faire en construisant des logements sociaux ou des logements spécifiques. Il n'y a rien qui empêche de le faire. Sauf que comme on a décidé qu'on était dans un monde libéral, que le plus fort survivre, allez-y, quoi. Mais les départements, les régions, les mairies pourraient préempter des terrains soit pour loger les gens, soit pour les faire travailler. C'est juste un choix de société, ça. Dans tous les cas de figure, ces logements, quand ils sont construits, ils servent. Donc d'abord, commencer par tous les bâtiments qui sont désaffectés, qui ne servent plus à personne. Les restaurer et faire des appartements. Et puis, s'il faut acheter des terrains, il faut acheter des terrains. Tu dis, voilà, ce terrain, on le réserve pour un bâtiment saisonnier. Soit tu achètes un bâtiment, tu le rénoves, soit tu prends ce terrain, tu l'offres pour un bâtiment saisonnier, ça coûte 0. 0. C'est le 1% de logement qui paye la construction. Pourquoi c'est pas plus pratiqué ? Parce qu'il faut que tu sièges au 1% logement. Non, il faut siéger partout. Voilà. Le problème, c'est que les terrains, ils veulent pas les conserver pour des logements saisonniers, parce qu'après, ça reste uniquement attribué aux saisonniers. Et c'est parce qu'ils préfèrent garder les terrains pour éventuellement ensuite les passer en résidence secondaire, parce que les résidences secondaires, ça leur apporte du fric. C'est tout. Ben, en fin de compte, c'est pas ça qui fait vivre une vallée. Alors, j'ai une petite... Bon, on a des solutions ou des idées au moins pour répondre aux enjeux actuels. Maintenant, il faut parler du futur des stations. Comment les réinventer ? Une première idée, c'est d'y faire vivre plus de gens à l'année, comme on l'a évoqué à Séuse notamment. Certains villages de montagne connaissent une hausse d'habitants venus chercher le grand air. C'est un mouvement qu'on observe aussi en Suisse. Encore une fois, c'est très différent. Nous, on a des stations très hautes, pas facilement accessibles. Mais il y a déjà des milliers de logements construits. Et initialement, les gens venaient pour l'air pur. Vous vous rappelez les stations thermales ? Donc il y a des stations en Suisse qui remettent ces aspects en avant. Elles ne s'adressent plus aux jeunes à la recherche de sensations, mais à une clientèle à la recherche du grand air, de bien-être. Bon, sur le papier, c'est très intéressant, mais il y a plein de contraintes. Les logements dans les stations, ils sont vraiment tout petits, il y a très peu de rangements, etc. Donc il y aurait beaucoup de travaux à faire. Il faudrait décloisonner certains logements, il faudrait les agrandir, etc. Il faudrait aussi faire venir des commerces, des services, des équipements, des écoles. Bon, bref, il faudrait avoir une vraie réflexion globale. Aujourd'hui, on en est très loin. Il faut rappeler que la montagne, ça devient un des derniers espaces refuges de fraîcheur. Ces petites stations touristiques qui avaient des biens immobiliers vont devenir des lieux stratégiques pour des nouvelles implantations d'habitants en permanence. Il faudra s'habituer progressivement à l'avenir de voir ce paysage de ces anciennes stations qui vont être réinvesties par les habitants. Bon, mais la montagne, elle a plein d'autres choses à offrir. Aujourd'hui, on accède aux stations en passant par les villages, mais sans jamais s'y arrêter. Il faut reconnecter les stations, les sortir de leur bulle, les intégrer à une échelle plus large. Il y a plein d'autres choses à imaginer dans les montagnes ou dans les stations. Certaines s'y mettent en développant leur offre culturelle ou culinaire. Accueillir des concerts, promouvoir les produits locaux, etc. Certains acteurs se mobilisent pour que lors de votre visite en altitude, vous en profitiez pour aller voir les fermes locales ou les artisans. Encore une fois, c'est beaucoup plus simple dans les stations-villages comme la Clusaz, qui ont une géographie, un accès beaucoup plus simple. Il y a des porosités à créer en imaginant des lieux d'échange, d'éducation. Une montagne accessible, c'est une montagne bien sûr où le ticket d'entrée économique est moins élevé, mais c'est aussi une montagne qu'on apprend à connaître, à observer, à lire, à écouter. Et ça, on le fait pas simplement en ayant un ticket pour une attraction. C'est grâce justement à des personnes qui peuvent nous apprendre à lire le paysage, nous aider à connaître, à écouter les animaux qui vivent dans la forêt, à connaître les sommets qui nous entourent, à vivre une première expérience de bivouac, de refuge. Et je trouve que ça, c'est essentiel, et parce que du coup, on vit pas juste une expérience de consommation dans un paysage de montagne, on vit une vraie expérience de découverte d'un milieu qui est exceptionnel, selon moi. Alors je sais qu'on part en vacances, on a envie de se déconnecter, et pas forcément de s'interroger sur les conséquences de notre séjour. Mais il y a un monde où la station n'est pas qu'un lieu ludique, mais aussi pédagogique. Ça doit passer par les mentalités. Il va falloir accepter que partir une semaine dans les Alpes, ça sera une semaine à la montagne, et pas forcément une semaine à faire du ski. Toutes les stations se ressemblent, alors que chaque massif a ses particularités culturelles ou culinaires. Les stations ont perdu le caractère authentique de ces territoires, essayons d'y remettre un peu d'humain. On va dire, ouais, mais c'est pas rentable. Ok, après, ça n'empêche qu'ici, on a des lieux qui tournent à l'année. On a quand même des activités économiques qui fonctionnent à l'année. Moi, j'ai un gîte d'étape à l'année. Il y a un restaurant qui est ouvert à l'année.
Il y a des accompagnateurs nature qui vont commencer à proposer des activités à l'année. En fait, c'est peut-être ça aussi un camp de base pour être une porte d'entrée vers la montagne. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du VTT dans les stations, bien sûr, mais est-ce qu'on doit faire ça partout? Est-ce qu'il n'y a que ça à faire? En fait, c'est là où je m'interroge. Avant les stations de ski, les territoires de montagne étaient en crise démographique, en crise économique. Mais ils ont pu se renouveler au prix d'une dénaturation pour toujours d'espaces naturels et de milliers de personnes expropriées. Des décennies plus tard, la génération de skieurs des baby-boomers n'a pas été renouvelée. Pour compenser, les stations sont allées chercher des skieurs ailleurs, rendant la vie des travailleurs, des saisonniers, de plus en plus complexe. Aujourd'hui, les enjeux climatiques rattrapent les stations. Elles sont nombreuses à effectuer une fuite en avant, aller plus haut, produire plus de neige artificielle. Ça permet de continuer de faire tourner la machine, de garder les emplois, mais on voit que le long terme, pour l'instant, il n'est pas pensé. Il faut être rentable maintenant tant que c'est possible. Et donc, dans beaucoup d'endroits, on l'a vu déjà, il y a des stations qui ferment sans que la transition n'ait été réfléchie. Alors on peut se dire que c'est pas plus mal, faut laisser les montagnes tranquilles, on peut se passer de ces touristes qui polluent, mais localement il y a des milliers d'emplois à protéger et il y a aussi des territoires qui sont construits une identité sur la pratique du ski. On a vu plein de propositions, plein de solutions possibles. Pour l'instant c'est hyper dur à mettre en place parce que les profits sont encore là. Peut-être qu'il y a aussi une méconnaissance du grand public. On n'a pas forcément envie de dire adieu à nos montagnes avec de la neige, donc on veut pas penser à la suite. Dans la grande histoire des montagnes, quelle place auront les stations? 60, 80 ans de loisirs, de descente à ski? Au final, juste une parenthèse, un flocon de neige parmi les siècles. Ou est-ce qu'on essaye de leur trouver un autre rôle? Elles ont un rôle d'observatoire d'avant-poste pour les enjeux de notre société. Tout y est exacerbé, comme l'envol des prix de l'immobilier et bien sûr le dérèglement climatique. Elles peuvent avoir un rôle de laboratoire pour que partout en France, on puisse apprendre à surmonter les enjeux climatiques, les enjeux de société qui nous font face. Merci et merci à tous ceux qui ont rendu possible cette vidéo. Si vous cherchez une autre vidéo de ce format, il y a cette vidéo qui est sortie en janvier sur le sport et la ruralité, et sinon celle-ci où je creuse un peu plus loin la question environnementale dans les montagnes. Voilà, en tout cas c'était le projet le plus gros de la chaîne, je crois que je dis ça un peu à chaque fois. Ça aurait dû sortir en février, voilà, on est en mai, l'été il arrive et je ferai un truc sur les stations de ski. Voilà, mais il y a eu quelques obstacles en chemin, j'espère que ça vous a plu quand même et que la vidéo trouvera son public. Pensez à vous abonner, il y a un Discord si vous voulez venir discuter. Vous pouvez aussi liker, booster depuis vos portables et commenter, il y a peut-être des choses que j'ai oubliées ou je suis allé un peu vite, etc. Encore merci à tous les participants de cette vidéo pour leur temps, pour leur motivation aussi. Sans eux, cette vidéo, elle n'existerait pas. Voilà, on va se retrouver sur des formats un peu plus courts, j'espère. À très vite.